Il restait environ une demi-heure de jeu. Et les Sochaliens, là, un coup franc de Piasecki, une tête de Wagner sur le poteau. C'était presque la balle de break pour alors que vous voyez Gilbert Gress qui a l'impression qu'il dit que Rust a eu bien de la chance. Les Sochaliens maintenant qui essayent d'égaliser. Vous avez vu Guinguini, puis le numéro 4 Ruti. Un centre, la balle en retrait pour Parison, Bézas qui tire à côté alors que Dropsy était bien placé, il n'était pas battu sur cette action. Une des dernières tentatives de Sochaux pour égaliser, un centre de Bézas, une sorte de carambolage devant les buts strasbourgeois. C'est finalement sur une tête de Stopira Piasecki qui a mis en corner alors que sur cette action Dropsy est légèrement blessé, mais il reprendra ensuite le jeu, il n'est pas très touché. Piasecki qui a dégagé en corner. Alors le match se termine et vous le savez, c'est Strasbourg qui va donc l'emporter par 2-1 face à Sochaux malgré un certain pressing des Sochaliens. Je crois que Strasbourg, sur l'ensemble du championnat, a toujours montré qu'il était le meilleur à domicile comme à l'extérieur, malgré les jugements qu'on a pu porter sur cette équipe. Moi, c'est toujours une équipe qui, depuis le début de la saison, m'a enthousiasmé. Et elle le fait aujourd'hui répéter que le reste de la saison. Alors pour vous, Strasbourg est le favori du championnat? Oui, je crois. Je ne connais pas encore les autres résultats, mais disons que Strasbourg, en gagnant ici à Sochaux, a fait un grand pas vers le titre. Et Saint-Etienne, qui a gagné 2-0? Eh bien, vous savez, Saint-Etienne s'accroche, mais disons que le faux pas qu'ils ont fait contre Bordeaux à domicile est lourd de conséquences et c'est bien dommage pour les Verts. En tout cas, merci Patrick. Alors près de moi, bien sûr, Gilbert Gress est content car Bastia ayant battu Nantes, maintenant Strasbourg a 3 points d'avance sur ces 2 secondes. Alors le championnat est joué pour vous? Non, absolument pas, loin de là. Il nous reste encore 6 matchs en tout, il nous reste 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur, il reste 12 points en jeu. Alors je le dis, 3 points non, il suffit d'une contre-performance à domicile, d'une défaite à l'extérieur. Mais je crois que c'est quand même appréciable d'avoir 3 points d'avance à 6 journées de la fin. Oui, alors on a remarqué que maintenant Strasbourg, que ce soit en coupe contre Bastia, aujourd'hui contre Sochaux, avait un peu retrouvé son enthousiasme et son fond de jeu du début de saison. Oui, enfin écoutez, ça me fait un peu sourire quand on dit que Strasbourg est en perte de vitesse, parce que depuis le mois de décembre, Strasbourg n'a eu qu'une seule contre-performance, si on peut appeler ça contre-performance, c'est le match nul concédé à domicile contre Bordeaux, parce que je crois qu'une défaite à Saint-Étienne est tout à fait logique. À part ce petit point perdu contre Bordeaux, nous n'avons connu aucune contre-performance donc depuis le mois de décembre. Alors j'ai pu lire sur les journaux que Strasbourg était en perte de vitesse. Eh bien c'est pas vrai, Strasbourg a prouvé autant contre Bastia que ce soit à Sochaux que Strasbourg n'était absolument pas en perte de vitesse. Eh bien merci Gilbert Gress. Voilà, Gilbert Gress ne manque pas de passion pour défendre son club et il a raison. Alors Saint-Etienne est éliminé de la coupe, on pleure dans les chaumières. Je sais que ça fait plaisir à certains parce qu'il faut toujours que les choses soient partagées, mais enfin je peux vous dire en tout cas que dans le courrier que nous recevons à Téléfoot, à peu près une dizaine de lettres par jour, il est rare qu'il n'y ait pas 3 ou 4 qui soient pour nous réclamer Saint-Etienne, soit des rétrospectives, soit des joueurs. De toute façon, Saint-Etienne demeure une passion et je veux dire que c'est un juste retour des choses quand on sait ce que Saint-Etienne a fait pour le football français. Alors on voulait voir ces Stéphanois, à qui on prête beaucoup de vertus, savoir comment ils pouvaient réagir après ce camouflet infligé par Guignon, parce qu'effectivement c'est quand même dur, quand on a été finaliste de la Coupe d'Europe, dans un passé récent, de se voir éliminé par un club de 2e division et de rester impuissant, même à Geoffroy Guichard, alors qu'on en avait remonté des scores aussi conséquents contre des équipes comme Kiev par exemple. Et on voulait les voir contre Nîmes, qui est une équipe qui ne réussit pas très bien en général aux Stéphanois. Les Nîmois ont souvent donné du fil à retordre aux Verts. C'était un test intéressant, d'autant plus que Saint-Etienne reste en course pour le titre. Alors bien entendu, nous sommes rendus à Saint-Etienne et nous avons délégué là-bas Didier Roustan, décidément infatigable, mais ses 20 ans le lui permettent. C'était à Geoffroy Guichard hier soir. Et oui, ils étaient seulement 12 000 hier soir au stade de Geoffroy Guichard, il faut dire. Vous l'avez dit, que la Saint-Etienne multiplie les contre-performances ces dernières semaines. Les Verts restent néanmoins en course pour le championnat. Enfin, pour rester compétitif, il faut battre ce soir le Nîmes Olympique. Nîmes qui joue en maillot rouge sur la droite. Et qui avait réussi au match aller un excellent match nul, 2 buts partout, au stade Jean-Bouin. Rocheteau, il joue maintenant ailier gauche. Il est sur son bon pied, un très bon tir, bien arrêté par Martinelli. Janvion, sur la gauche pour Farison, aux prises avec Lusino. Et le libéro, Mézi, bien placé dans cette action, peut relancer. Sur Mansouri, un 1-2 avec Boissier. Et regardez, Mansouri a passé Lopez, le ballon n'est pas sorti. Il résiste à la charge de Larios, un centre en retrait pour Marguerite.
Un coup de sifflet. Oui, monsieur l'arbitre Didier intervient. Le ballon était sorti. Michel Mézy, très à l'aise à son poste de libéraux, passe à Gilbert Marguerite aux prises avec Janvion. Janvion qui était stopper hier soir. Piazza souffre d'un déplacement des vertèbres. Marguerite a pu donner un retrait à Gamou qui lance Bonnec, le numéro 10. Un très bon centre de Bonnec. Une tête du Brésilien Luizinho qui passe assez largement à côté, mais c'était très bien joué. Les Nîmois sont très dangereux en ce début de partie. Depuis l'arrivée d'Henri Noël, le style de jeu de l'équipe nîmoise a bien changé. Auparavant, lors des déplacements, vous le savez, Nîmes jouait toujours avec 7 voire 8 joueurs en défense. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 4 défenseurs, c'est bien suffisant. Une touche pour les Verts. Janvion passe à Lopez. Pour Larios, on ne joue pas très vite côté stéphanois, mais on a le mérite de ne pas perdre le ballon. On attend l'occasion, la voici, un bon centre de Zinato, une très belle reprise de Lopez, 1-0 après 24 minutes de jeu. Une très belle action, vraiment bien joué. Et Lopez, que vous voyez ici en gros plan, qui marque souvent des buts pour Saint-Etienne, généralement de la tête, mais là, c'est du pied droit. Un but que l'on voit souvent sur les terrains britanniques, un peu à l'anglaise, il tacle le ballon. Voilà, c'est très net sur ce ralenti. 1-0 donc pour les Verts. Rocheteau aux prises avec Rouen, l'arrière gauche nîmois. Rocheteau qui est passé un peu à droite, mais je vous l'ai dit depuis quelque temps, il est maintenant en position d'ailier gauche. Zimaco occupant bien entendu le poste d'ailier droit. Nîmes avec Boissier. Que va faire Boissier? Il donne à Girard. Il a regardé un très bon tir de Michel Mézy de 30 mètres. Un tir de l'extérieur du pied gauche. Il s'en est fallu de quelques centimètres et on est bien inquiet du côté des tribunes. Il faut bien dire que l'équipe de Nîmes se montre très dangereuse en certaines occasions. Dominique Rocheteau qui est bien passé. Il cherche Larios en retrait. Mansouri a pu dégager en corner, un corner qui ne donnera rien, sinon un bel arrêt de Martinelli. Mais ça ne fait rien, on accélère maintenant côté stéphanois avec Borel, l'arrière droit. Cherche un partenaire démarqué, il trouve Lopez. Lopez pour la tête de Jacques Santini et Martinelli qui bloque ce ballon en 2 temps. Un match très agréable, très ouvert. Saint-Etienne domine maintenant, Zimaco, mais vous voyez, Mézy, très bon tacleur, très bon technicien également, mais ça on le sait depuis longtemps. Il va pouvoir donner tranquillement à Mansouri, Mansouri qui est remplacé hier soir Castagnino. Il le remplace du reste depuis plusieurs semaines. Le jeune espoir nîmois est blessé et il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Bonnec cherche Luizinho. Elie est arrivé à temps, peut donner à Kurkovic qui évite le corner. Mais vous voyez, Nîmes est très dangereux. Encore une belle passe de Girard et un bon tir de Mansouri qui frôle le poteau droit de Kurkovic. À la mi-temps, 1-0. Mais un match très serré, comme vous avez pu le constater sur ces images. Pas de changement à la mi-temps. Corner pour Saint-Etienne avec Zimaco. Il n'est pas très bien tiré. Dégagement de la tête de Marguerite. Ça ne va pas bien loin puisque Lopez est là. Passe à Zimaco. Le néo-calédonien donne en retrait pour Larios. Un très bon tir. Qui passe une nouvelle fois de peu à côté. Larios il est partout. Vous le voyez ici. Il a passé à Farison. Très offensif lui aussi, je vous l'ai dit tout au long de la rencontre. Il est arrière gauche, il se retrouve ici en position d'ailier droit. Encore un très bon tir. Et quand ça ne veut pas rentrer, que voulez-vous? Alors qu'en gros plan, vous voyez Borel. Lui, c'est l'arrière droit. Elie, Jean-Marie Elie qui tente un petit pont, une main. Monsieur Didier laisse l'avantage, c'est bien arbitré. Mais Farison intercepte Larios. Que va faire Larios? Il donne une feinte d'Elie et Santini. Le ballon avait été dévié au passage. Mais Martinelli a pu s'en emparer.
Nîmes est assez nettement dominé dans cette deuxième période. Quelques contre-attaques dangereuses néanmoins. Ici, un bon centre de Marguerite. Kurkovic rate l'interception, mais il n'y avait pas de Nîmois à la réception. Et Bonek tire largement au-dessus. Kurkovic récupère et il va pouvoir dégager tranquillement son camp. Mais un avertissement tout de même aux joueurs stéphanois. Attention, il faudrait peut-être marquer un deuxième but. Ce serait plus sûr. Ici, Lacombe en retrait pour Jacques Santini. Voilà, du plat du pied. Martinelli s'incline pour la deuxième fois. 2-0 après 71 minutes. Un but de Jacques Santini. Jaco pour les intimes, que nous allons revoir au ralenti. Le gardien Martinelli était vraisemblablement masqué. Il plonge un peu tard. 2-0 sur le vu de ses premières 70 minutes. C'est assez logique. Larios, il est partout, il passe deux défenseurs nîmois, un troisième, en l'occurrence Mézi. Heureusement pour Nîmes, un très bel arrêt réflexe de Martinelli qui avait bien bouché l'angle de tir. Toujours 2-0. Elie sur la gauche pour Farison. Vous voyez, on ne s'est pas ennuyé hier soir au stade Geoffroy Guichard. Un mauvais contrôle de Zimaco qui a failli profiter à Dominique Rocheteau. Non, ce n'est pas ce soir que Dominique Rocheteau marquera son 18e but en championnat. Et ici, le numéro 10, c'est Saramagna. Très applaudi. Il faut dire que le Stéphanois retrouve la première division après 14 mois d'absence. Il avait été blessé assez gravement, vous vous en souvenez sans doute, lors d'un match Saint-Étienne-Rouen, victime d'une double fracture de la jambe. Revoilà, 14 mois après, en première division, Tristan Saramagna. Ici, un coup franc bien placé. Le public crie Sarah, Sarah. C'est le surnom de Saramagna. Vous en étiez sans doute douté. Et oui, on va savoir si Saramagna possède toujours sa très bonne frappe de balle. Dans les populaires, on retient son souffle. La réponse, oui. Voilà, le public stéphanois est ravi. Saint-Étienne retrouve la victoire. Et puis aussi un grand Saramagna. Une bonne rentrée de Saramagna. Christian Saramagna, victime d'une double fracture il y a 14 mois, vous aviez dit je ne jouerai plus au football, et puis là on vous retrouve, vous avez même failli marquer un but, alors que s'est-il passé? Bien disons, voilà, c'est très long à expliquer, mais j'ai toujours gardé une certaine confiance avec le docteur Humbert, le docteur qui m'a opéré à 2 reprises, et je pense que je lui dois beaucoup, ainsi qu'à monsieur Forissier qui s'est occupé de moi. Donc si vous me revoyez là aujourd'hui, c'est grâce à 2 hommes, et bien sûr à la volonté que j'ai eue pendant tout ce calvaire. Vous n'avez pas une certaine appréhension? Non, non, l'appréhension, disons qu'on l'a au départ, mais par la suite, disons que je sais ce que c'est, je suis passé par là, et maintenant cette appréhension me quitte. Robert Herbin, Sochaux 1, Strasbourg 2. Les Verts sont quand même encore en course pour le titre? Il reste encore 6 matchs, donc 12 points et des déplacements difficiles pour les 2 équipes et même les 3 équipes, aussi bien Nantes que Strasbourg que Saint-Étienne. Bien sûr, alors après votre défaite à Lille 3-0, votre élimination en Coupe de France, vous gagnez aujourd'hui contre Nîmes, finalement les Verts se portent assez bien. Il est certain qu'après les 2 coups durs enregistrés, d'une part à Lille et d'autre part en Coupe de France, la réaction était difficile et j'estime que face à une équipe nîmoise qui ne s'est pas laissée faire, eh bien Saint-Étienne a fourni un bon match. Merci. Cette équipe de Nîmes. Henri Noël, alors Nîmes 7e avec 32 points, c'est un peu inespéré, là encore un bon match et surtout une excellente saison. Oui, je ne parle pas du match ce soir, mais c'est surtout depuis le début de la saison, on ne nous donnait pas tellement partant pour la première division. Finalement, on s'est maintenu. Je crois qu'on s'est maintenu avec pas mal de panache quand même. On a 32 points maintenant. Nous sommes dans notre tableau de marche. Ça nous fait, je crois, un bon résultat. Ce soir, c'était beaucoup plus difficile. On est tombé sur une équipe stéphanoise motivée. Elle avait besoin de points pour s'accrocher aux places européennes. C'est normal. Nous ayons subi le jeu. Je crois que je n'ai rien reproché à mes garçons. On est tombé sur le pas que nous. Voilà, sympathique cette équipe de Nîmes. Malheureusement, nous ne pouvons pas y aller, nous, à Nîmes, parce que l'éclairage, qui est nettement insuffisant, ne nous permet pas d'enregistrer des matchs en vidéo pour l'émission. Espérons qu'un jour, il y aura quand même une amélioration. Nous allons voir maintenant en flash tous les autres buts de cette 32e journée de championnat, avec, bien entendu, la défaite du 3e leader, Nantes, qui a fait un faux pas, et un faux pas qui risque de coûter cher, d'avoir beaucoup d'importance lorsqu'on additionnera les points.
Des trois leaders, bien entendu, Nantes qui jouait à Fouriani était le plus menacé, on s'en doutait. Et dès la 3e minute, ce fut le coup dur pour les jaunes. Orlanducci lance Papy. Tire dans la foulée. Bertrand Demann est battu. Bastia, éliminé de la Coupe, a pris au sérieux son rôle d'arbitre du championnat. Ce but que nous allons revoir, le seul de la partie, risque de coûter cher aux Nantais, pourtant invaincus depuis le mois d'octobre. À Angers, le monégasque Aymon ouvrait la marque dès la première minute. Cela allait très vite. Monaco menait donc 1-0. 59e minute de jeu, Augustin égalisait. Voilà, un but en 2 versions qui mettait les équipes à égalité un partout. Quelques minutes plus tard, c'est un coup franc dont va bénéficier Monaco qui est tiré par Onis. Jeannin repousse, Noguès surgit. Monaco reprend l'avantage en terre angevine. 74e minute, Brulaise. Lobe la défense de Monaco. Augustin poursuit et obtient l'égalisation. Score final, 2-2. À Bordeaux, c'est le Messin Kasperzak qui ouvrait le score dès la 26e minute après un renvoi de la barre. Metz 1, Bordeaux 0, c'était déjà une surprise. 40e minute sur passe de Ferrage, Giresse égalise en battant Ray. Carniglia qui n'est pas au bout de ses peines puisqu'à la 80e minute, Ichelberger glisse à Diallo. Celui-ci obtient la victoire, la seule à l'extérieur de cette 32e journée. À Nancy, le Paris Saint-Germain marque dès la 5e minute par Battenay. 16e minute de jeu, Platini et Neubert de la tête. Baratelli est battu, un but partout. C'est un peu le même scénario sur tous les terrains d'ailleurs. Et enfin, on reste maître chez soi puisqu'à la 87e minute, Perdrio lance Platini dans la foulée. But et victoire nancéenne, 2-1. À Nice aussi, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque par Olarevic sur coup franc. Donc 1-0 pour Lille. C'était à la 55e minute de jeu. 10 minutes après, c'est Biekovic qui obtient l'égalité. Une fois encore, Bergerot, le gardien lillois, a effectué une très grande partie. Au parc, devant 3000 spectateurs seulement, bravo pour le Paris FC, marque contre Reims. Un Paris FC qui a besoin de points qui, à la 65e minute, va doubler la mise après un bon travail de Huck sur la gauche qui va être parachevé par Beltramini. Relais sur Bravo, un premier tir de Bravo, Beltramini reprend. 2-0, on respirait au Paris FC. 10 minutes plus tard, pourtant, les Rémois vont réduire le score. C'est Bertolini qui va surgir sur un renvoi qui, malgré une charge tardive, va amener le score à 2-1. Paris FC encaisse 2 points précieux, mais l'avenir demeure sombre pour le club parisien. Autre menacé, Valenciennes qui recevait Lyon. 32e minute, but de l'Aviron pour Valenciennes, qui mène donc chez lui 1-0. 46e Mugier sur pénalty, 2-0. 53e, un autre pénalty, mais pour Lyon, marqué par Carrier, 2-1. 63e minute, Lugier, Bachauveau et confirme le succès de Valenciennes qui en avait bien besoin. Nous revoyons ce but. Valenciennes donc, avec vainqueur sur le score de 2-1. Mercredi prochain, TF1 vous offre une soirée exceptionnelle de football. Cela arrive de temps à autre. Après le journal, c'est-à-dire à 20h30, vous allez revoir de larges extraits de la rencontre Nottingham-Cologne, 3-3, avec des phases de jeu et des buts magnifiques. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que à 21h,